Donc bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue au 308 pour cette septième table ronde sur les jeudis du réemploi. Donc co-organisée depuis le début avec le GPV représenté par Oriane Homé et par l'Ordre des architectes représenté par moi-même. Boris de la Foulouse, enchanté. Bonsoir à toutes et tous. Alors je voulais commencer en vous parlant d'une montagne, et même de 20 montagnes. La semaine dernière, je ne sais pas si vous la connaissez, mais Sabine Barle, qui est urbaniste et qui a remporté le Grand Prix de l'urbanisme 2025 pour son travail sur le métabolisme urbain, était en conférence donc à la Maison éco-citoyenne de Bordeaux. Et elle est venue nous parler de plein de choses très intéressantes sur le métabolisme urbain, mais il y a une diapositive qui m'a beaucoup marquée et qui m'a fait penser à vous, que je vais vous présenter là. C'est celle-ci. Et cette diapositive, elle dit « Depuis 1945 en France, on a excavé 20 milliards de tonnes de terre, soit l'équivalent de 20 montagnes. » Alors, sur la métropole, on a aussi des volumes considérables de terres. Donc, c'était l'objet aussi de notre intervention de ce soir, c'était de pouvoir parler de ces terres excavées et de parler de la proportion que ça représente dans les gisements bien qui sont sortis de nos déconstructions et de nos constructions, puisque par exemple, sur le territoire du GPV, sur l'ensemble des gisements qu'on va sortir, il y a 60% de terres excavées. Donc, on a pas mal de choses à faire là-dessus pour qu'on arrête aussi de les considérer comme des déchets, mais bien comme des ressources, puisque c'est une ressource locale en quantité, on va en parler avec nos intervenants. C'est aussi une ressource locale de qualité et c'est une ressource stratégique pour construire autrement. Donc c'est ce dont vous voulez parler ce soir. Boris, si tu veux dérouler un peu Exactement. On va commencer par une introduction du coup avec Flore Schorer qui est responsable de la mission Lab et stratégie urbaine à la direction de l'urbanisme de Bordeaux Métropole et avec Aurélie Lalorangera du bureau d'études NeoEco. L'idée, c'est de parler des impacts et du cadre de la terre, à la fois au niveau national et au niveau local des terres d'excavation. Ensuite, dans un second temps, on parlera avec Thomas Garnesson de Nobatech et Michaelis Montarnier de Keno Architectes de deux projets de caractérisation des terres qui sont en cours actuellement au Pays Basque et sur la métropole. Et enfin, on échangera avec Mathieu Bergeret de l'agence 2PMA Architectes et Amélie Bourcard du collectif Déter pour parler de l'état de la filière et du retour d'expérience, notamment de la ZAC de Biganos, de voir comment c'est massifié à l'échelle d'une ZAC l'usage de la terre. Et on se posera la question après collectivement de comment passer à l'étape supérieure et de voir quels sont les freins aujourd'hui. Donc je vous invite à commencer toutes les deux, mesdames, votre introduction. Je vais démarrer. Donc, comme le disait Oriane, en fait, chaque année, c'est des millions de tonnes de terre qui sont excavées dans le cadre des travaux d'aménagement et de construction. Et ces terres, elles ont longtemps été considérées comme des déchets. Et on voit qu'aujourd'hui, on porte un regard un peu différent et on va plutôt avoir tendance à les considérer comme des ressources qui sont locales, qui sont abondantes, on l'a dit, et qui vont vraiment représenter un enjeu en termes de transition écologique et d'économie circulaire dans les projets. Aujourd'hui, elles restent assez peu valorisées, liées parfois à des contraintes techniques, opérationnelles, un cadre réglementaire qui est aussi assez strict. Mais malgré cela, il y a des solutions qui existent, il y a de nombreuses études qui sont lancées et des filières qui se structurent. Donc c'est un peu le sujet avant que les intervenants rentrent plus dans le détail. Voilà, on vous propose d'aborder dans un premier temps, de revenir sur la définition de ce que sont les terres excavées. Et je sais pas parfait. Donc les terres excavées, au final, on parle de quoi exactement? Si on cherche une définition précise, on peut spontanément regarder le code de l'environnement, par exemple, mais il n'y a pas forcément une définition très détaillée. En l'occurrence, le code de l'environnement va plutôt définir le statut de ces terres comme une catégorie de flux qui va être soumise à la réglementation déchets. On peut aussi regarder les arrêtés de juin et de décembre 2021, mais c'est pareil, il n'y a pas forcément une définition très détaillée et pour le coup, ces arrêtés vont surtout définir les conditions de sortie de ce statut de déchet. Donc finalement, par les terres excavées, qu'est-ce qu'on entend? On va plutôt trouver une définition dans les guides méthodologiques, dans les références techniques. Et donc, on va plutôt caractériser les terres comme des tout matériaux, terres et matériaux naturels qui vont être extraits des sols ou des sous-sols lors des travaux de terrassement
ou de dépollution. Et donc, ça comprend aussi bien des matériaux inertes que non inertes, donc issus des différents terrassements, infrastructures, réseaux. Donc, c'est finalement assez global. Donc, maintenant qu'on a redéfini un petit peu ce qu'on entend par terre et les matériaux qui sont compris dans les terres excavées, on peut parler un peu à l'échelle nationale de ce que ça représente en volume. Donc c'est 250 millions de tonnes quand même par an, qui sont produits de déchets du BTP, et il faut savoir que ces terres excavées représentent à peu près 50 donc entre 100 et 150 millions de tonnes, ce qui est, du coup énorme alors c'est à l'échelle nationale, mais du coup on peut voir aussi qu'à l'échelle, locale et métropolitaine, les volumes, sont assez conséquents. Donc Flore, est-ce qu'on a quelques données sur la métropole? Alors, on a quelques données, mais pas tant que ça, finalement. C'est pas aussi précis que ça. J'ai cherché avec mes collègues. On vient de faire une étude de métabolisme territorial, donc je me suis dit: «On va trouver les données», mais pas vraiment, puisqu'on a ce que j'en ai trouvé juste, c'est que 93 des besoins, en matériaux, non métalliques, donc les terres, sont importés pour construire, pour réaliser les chantiers de Bordeaux. Donc on a une forte dépendance, extérieure, qu'on a effectivement, un traitement alors, qui à mon avis représente un tout petit pourcentage des terres excavées sur le territoire de la métropole. En traitement, c'est-à-dire en mise en décharge, en fait, en déchets sur la métropole, puisqu'on a 717 000 tonnes par an, mais à mon avis, on est très, très loin de ce qu'on extrait. Et alors après dans les chiffres, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a aussi, eu un travail sur l'OIM Aéroparc pour commencer aussi une étude de métabolisme, urbain sur ce territoire, et ce qu'on a vu, c'est que sur 3 projets d'espace public, on sortait quand même déjà 273 000 m³ de terre. Donc vu le nombre de projets d'espace public qu'on a sur la métropole, ça augure effectivement d'un volume plus important. Et dernier chiffre que vous n'avez pas là, effectivement, dans un gros chantier qu'on fait qui est la Trémie de la Benauge, là, on en sort 20 000 tonnes. Voilà. Donc on n'a pas, finalement une vision encore assez exhaustive, de cette ressource, mais ça donne déjà un aperçu. Et par contre, on a plus de 90 de notre territoire qui est en argile, qui est pour l'instant considéré comme un risque et qui est en fait, donc une ressource. Donc maintenant, on peut regarder un peu ce qui se passe, enfin, sous quel arrêté, sous quelle loi encadre, du coup, les terres excavées. Il y a quand même, pas mal de choses qu'il faut avoir en tête. Dans un premier temps, il y a le code de l'environnement, comme je le disais juste avant, du coup, qui va plutôt définir le statut, des terres, donc déchets ou non, principalement liés à leur gestion, hein. Voilà, en 2 mots, est-ce que ces terres restent, sur l'emprise du chantier, ou pas? Et par contre, il y a une petite nuance, là-dessus à prendre, en considération, c'est que ce statut de déchet, qui donc est lié plutôt au mode de gestion, ne préjuge pas forcément de la qualité. Je disais, tout à l'heure, hein, que les terres pouvaient être, inertes ou non inertes. C'est, effectivement un paramètre à vérifier par la suite, mais en tout cas, le statut de déchet, du coup, issu du code de l'environnement, préjuge pas, forcément de la qualité. C'est juste qu'il va imposer tout un process de traçabilité, de caractérisation pour pouvoir gérer ces terres. Et c'est bien les caractérisations ensuite qui vont définir si on est sur des matériaux inertes ou non. Et puis le code de l'environnement rappelle aussi et impose aux producteurs de déchets toute une traçabilité aussi et des démarches, puisque le producteur de déchets reste responsable de ces déchets, y compris de la gestion jusqu'à leur élimination, ou leur valorisation finale. Heu, Ça comprend aussi, s'il y a des tiers qui interviennent, dans la chaîne entre 2. Quelle autre réglementation régissent aussi du coup les terres? Il y a l'arrêté donc du 12 décembre 2014 qui lui est vraiment plutôt, caractérise en fait, les terres de par le biais analytique pour justement définir si on est des matériaux inertes ou non, et également la méthodologie, SSP.
Donc ça, c'est des guides méthodologiques plutôt pour appréhender et évaluer le risque sanitaire, environnemental des terres, en fonction d'un usage. La réglementation s'arrête pas tout à fait là, puisqu'il y a les arrêtés, je l'ai évoqué aussi un peu au début, de juin et de décembre 2021, qui, eux, viennent compléter la loi industrie verte et le code de l'environnement sur justement les conditions de sortie du statut de déchet. Et puis enfin, il y a une réglementation qui est, enfin plutôt une loi du coup qui est nationale, deux même exactement, qui sont la loi AGEC et la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte, qui elle du coup encourage via des objectifs à valoriser les déchets du BTP et donc indirectement les terres excavées. Du coup, sur la métropole, qu'est-ce qu'on peut dire, Florence, en termes d'ambition vis-à-vis de ces objectifs? Donc on a effectivement, à part le cadre réglementaire national, on a un cadre de politique publique sur la métropole avec deux ambitions effectivement qui sont en résonance. C'est la question, la connaissance de nos sites et sols pollués sur la métropole. Une connaissance avec, en caractérisant les pollutions. Donc ça, c'est un chantier qu'on a engagé, mais qui est assez compliqué. Voilà. Et ça permet aussi justement d'avoir une cartographie qui vient compléter, bien sûr, les BASIAS, Basol, enfin les classiques, pour avoir une meilleure connaissance effectivement de l'état de nos sols. Et la deuxième politique publique qu'on a et dont on a parlé tout à l'heure, c'est la question effectivement du métabolisme territorial et de notre dépendance à la matière. Et avec la problématique d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Bonne grande ambition. Du coup, par rapport à l'étude de métabolisme territorial, voilà, on a effectivement deux défis majeurs qui concernent le BTP, qui est effectivement de transformer les déchets en ressources, voilà, en recyclant, à travers les filières locales de matériaux de recyclage pour mettre en relation l'offre et la demande, et à travers les plateformes de réemploi et assurer leur acceptabilité dans le tissu urbain, au-delà de trouver du foncier pour ça. Vaste sujet, voilà. L'autre défi circulaire pour nous, c'est la sobriété des modes de production et de consommation. C'est à la fois comment on massifie l'utilisation des matériaux bio et géosourcés dans les projets, dont évidemment la question de la terre, on en reparlera. Du coup, de développer cette production localement et pas de l'importer. Et puis même de réduire la matière au mètre carré. Et donc ça, c'est un vrai défi pour vous, les architectes. Donc maintenant, on peut, vous allez avoir des exemples beaucoup plus détaillés par la suite, mais si on veut balayer un peu finalement toutes les options qui s'offrent à nous sur la valorisation des terres excavées, alors comme je l'ai dit juste avant, mais il y a une première étape qui est à la fois réglementaire, mais du coup clairement indispensable pour orienter ces terres vers les bonnes filières, c'est la caractérisation. Donc savoir si c'est inerte ou non, c'est une première chose, mais il y a nombre d'analyses à faire pour pouvoir orienter selon la qualité, la propriété des terres, la composition granulométrique des terres. Enfin voilà, il y a plein de paramètres physico-chimiques, agronomiques à vérifier pour du coup orienter ces terres vers les bonnes filières. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'essais et beaucoup de choses qui existent, qui ont déjà fait leurs preuves dans certains domaines. Donc, en fonction des résultats, on va pouvoir orienter soit ces terres pour la réutilisation en direct, pour peut-être retraiter ces terres, ou alors pour substituer tout ou partie de ressources naturelles. Et on va pouvoir imaginer utiliser ces terres soit en technique routière, en sous-couche, en remblai. Ça, c'est ce qui est assez fait plus classiquement. En aménagement paysager également, en substrat, ce qu'on appelle substrat fertile, donc des terres reformulées, donc qui ont potentiellement été réamendées, où la structure granulométrique a été revue, etc., pour optimiser clairement le support de culture.
On peut aussi imaginer des buttes phoniques, on peut les utiliser en merlon paysager, on peut les utiliser dans le bâtiment, et là, je ne vais pas forcément développer parce que vous allez avoir des exemples par la suite. Mais enfin, il y a quand même un champ des possibles sur leur valorisation, mais qui est du coup très dépendant de la qualité des terres et donc aussi de l'homogénéité de ces terres une fois qu'on va les capter. Je laisse Flore peut-être illustrer localement Alors, qu'est-ce qu'on fait les pour démarches. l'instant? Voilà. Donc, on a effectivement 2 démarches plus orientées sur la question des terres. Une démarche orientée sur la question de la réutilisation dans les espaces publics, entre autres, mais pas que, mais sur la partie en tout cas non bâtie. Avec, donc je vous indiquais tout à l'heure qu'on avait une étude de métabolisme urbain sur l'OIM Aéroparc, qui va être suivie là d'une étude plus précise de valorisation des terres excavées dans le cadre de cette opération. Et comment ces terres, au regard de leur caractérisation, pourront effectivement partir dans différents usages, soit sur l'OIM Aéroparc, soit dans d'autres projets portés par la FAB, et Mérignac Soleil en particulier. Et donc ça va être la première plateforme mutualisée de stockage de terres avec identification en fonction des caractéristiques de ces terres, des filières. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va permettre effectivement de tester une méthode pour la métropole et comment on organise les choses après. La deuxième expérimentation en cours, qui sera développée tout à l'heure, c'est Sol contre un bien commun, qu'on mène avec beaucoup de partenaires, la ville de Lormont, l'EPA, Domo France, Nobatec, Keno et la FAB, et qui est là de la réutilisation de la terre, donc de la trémie de la Benauge. Donc tout à l'heure, je vous disais 20 000 tonnes. Sur les 20 000 tonnes, il y en a 6 000 qui sont inertes et de bonne qualité, qu'on pourrait utiliser pour construire. Et donc là, il y a tout un travail d'abord de recherche et développement. La question du stockage, on est en plein dedans, et on voit bien que ce n'est pas si évident que ça. Pas tant pour des questions foncières, parce que finalement, c'est un stockage qui est limité dans le temps, on peut se donner un temps, mais plutôt pour la complexité de statut de déchets. Nous, on n'aime pas trop ça. Voilà. Et après, effectivement, on a un certain nombre de chantiers. Et l'objectif, c'est de pouvoir sauver au maximum cette ressource. Donc, on est dans le sauvetage de la ressource. Et une fois qu'on aura sauvé cette ressource, on sera dans les chantiers utilisateurs de cette ressource, parce que c'est bien de la sauver, mais c'est bien de l'utiliser. Juste peut-être, j'ai oublié de préciser, mais c'est vrai que dans les filières aujourd'hui, massivement, ces terres, elles partent soit en remblaiement de carrière, on va plutôt appeler ça valorisation volume, hein, ça permet d'optimiser beaucoup de tonnes, mais sinon ça part en installation de stockage, en fait, en ISDI ou SDD, voilà, selon la qualité des terres. Mais en tout cas, c'est pas valorisé, quoi. La majeure partie n'est pas valorisée. Merci pour l'introduction. Vous allez rester avec nous, mais dans le public, et on va faire un petit mouvement chorégraphique avec nos 4 experts et expertes suivants. Et du coup, on va commencer avec les deux personnes à ma droite, donc Thomas Garnesson et Michael Monternier de Keno et de Novatec. Et du coup, là, si vous pouvez nous montrer, nous parler des 2 projets de caractérisation, chacun son projet de caractérisation sur lequel vous travaillez, et à la fois de parler de sa genèse et ce qu'il en est aujourd'hui, s'il vous plaît. Bonjour à tous, Thomas Garnesson, je représente Nobatec, et en fait j'ai même une double casquette puisque je représente aussi ce soir l'association Nexter. Donc je vais parler juste en suivant. Donc avec Nexter, en fait, on a voulu adresser un double enjeu. Alors à la fois l'enjeu de réduction des déchets de terre excavée, et également l'enjeu de la fourniture de terre à construire pour les artisans et entreprises donc, qui réalisent des ouvrages en terre crue. Alors je le dis tout de suite, on est sur des volumes qui sont totalement différents entre d'un côté la terre qu'on va excaver chaque année et les volumes de terre qui sont effectivement utilisés pour réaliser des ouvrages en terre crue. Néanmoins, la démarche reste intéressante et vous allez comprendre pourquoi.
Donc, je vais commencer par la fin, disons, et puis je rentrerai un peu plus dans le détail en suivant. Donc, l'objectif de Nexter, de l'association Nexter, c'est de travailler au développement d'un réseau de plateformes de valorisation des terres excavées. Valorisation pour fournir donc aux entreprises et aux artisans des terres à construire qualifiées et prêtes à l'emploi. L'idée, en fait, est de transformer un déchet, donc en matériau de construction, par l'intermédiaire de plateformes donc de valorisation. J'ai appelé ça des plateformes de valorisation, mais qui en fait sont d'abord et avant tout des centres de gestion des déchets inertes, les fameux ISDI dont tu parlais juste avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces plateformes, aujourd'hui, elles reçoivent déjà ces terres, sauf qu'aujourd'hui, elles les considèrent purement et simplement comme un déchet, et donc elles sont évacuées, et la plupart du temps, elles se retrouvent en remblaiement de carrière. Et donc nous, ce qu'on propose avec l'association Nexter, c'est d'installer sur ces plateformes une activité de valorisation, donc qui consiste à réceptionner les terres qui sont considérées comme adaptées à la construction terre crue, à les transformer, à les qualifier et ensuite à les commercialiser. Et donc, on se retrouve dans une démarche qui est un peu similaire à ce que font déjà aujourd'hui ces plateformes, par exemple avec les déchets de béton, les bons déchets de béton. Elles les mettent de côté, de manière, avec un certain intervalle, elles réalisent des campagnes de concassage et elles produisent finalement des granulats recyclés qu'elles commercialisent. Et en fait, nous, ce qu'on leur propose à ces plateformes, c'est de réaliser le même type d'opération, mais cette fois-ci avec le déchet terre et non plus le déchet béton. Donc c'est intéressant puisque ça permet, ce réseau de plateformes national, hein, je ne sais pas si je l'ai précisé, permettra donc pour les maîtrises d'œuvre, les maîtrises d'ouvrage de à la fois trouver un exutoire, alors peut-être de petites quantités par rapport à ce qu'ils produisent, mais en tout cas un exutoire de certaines de leurs terres pour valorisation. Et c'est censé aussi permettre du coup aux entreprises, aux artisans qui souhaitent construire en terre crue, de s'approvisionner dans une matière qui est déjà qualifiée, prête à l'emploi. On cherche à leur faciliter le travail en leur fournissant des terres avec une fiche technique, vous le verrez en suivant, et surtout un niveau de qualification, une justification de la compatibilité de cette terre-là avec la réalisation d'ouvrages en terre crue. Le processus, il est relativement simple. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne va pas chercher à valoriser toutes les terres. On va être sélectif et on peut se le permettre, puisqu'en fait, les quantités de terres excavées sont énorme par rapport aux besoins, et ça je l'ai dit juste avant. Donc on va chercher à identifier les terres qui sont déjà adaptées en fait pour un usage en construction terre crue par une méthode que nous avons développée qui permet en fait d'identifier sur la base des résultats des essais géotechniques quelles sont les terres valorisables et si elles le sont pour quelle technique. Donc c'est pas une méthode qui va nous permettre d'avoir un taux de réponse à 100%, parfois on va se tromper, mais dans la majorité des cas on aura raison. Et donc ces terres seront réceptionnées sur plateforme et seront ensuite, dans un second temps, donc préparées, homogénéisées, puis qualifiées. La qualification va dépendre de la technique et va permettre d'établir donc une fiche produit pour la terre commercialisée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette approche de qualification, c'est presque en fait une approche performantielle qui vise à déterminer les performances que l'on peut atteindre à l'échelle de l'ouvrage avec la terre qui est donc commercialisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous le comprenez, on ne peut pas proposer à un artisan ou une entreprise une terre en lui disant c'est une terre, elle est excavée, je l'ai préparée, je l'ai transportée, je l'ai un peu séchée, donc tu as une teneur en eau qui est à peu près correcte, sans lui dire en fait ce à quoi cette terre peut servir et quelles sont les performances qu'il peut espérer atteindre sur le chantier. Si on ne propose pas cette préqualification, et j'insiste sur préqualification parce que finalement, ce qui compte le plus presque, c'est le regard de l'artisan, de l'entreprise qui a une vraie connaissance à la fois du matériau et aussi de la technique que lui va employer sur site. Mais si on ne lui propose pas cette préqualification, en fait, il va avoir derrière un travail à réaliser qui est le même que s'il allait chercher sur n'importe quel chantier d'excavation une terre. Et ce n'est pas l'idée en fait. L'idée est vraiment de transformer cette terre déchet en véritable matériau de construction. Et puis ensuite, la terre est commercialisée. Donc, vous avez compris les objectifs de la démarche. La création de ce réseau de plateformes de valorisation donc, est portée par une association qui vient d'être créée, qui s'appelle l'association Nexter, qui embarque les partenaires qui, avant la création de cette association, ont travaillé ensemble aux côtés de Nobatech et d'un laboratoire universitaire, le laboratoire SIAM, au développement en fait de l'ensemble des outils scientifiques et techniques qui permettent
ce processus de valorisation. Donc on a travaillé pendant 2 ans et demi au développement des méthodes qui nous permettent aujourd'hui de proposer à des centres de gestion des déchets inertes, donc à des ISDI, la mise en place de cette pratique de valorisation. Alors comment ça se passe concrètement ? Concrètement, l'association Nexter propose aux plateformes qui le souhaitent une labellisation. Plus qu'une labellisation, en fait, c'est une formation à l'application du process. Et donc, toute plateforme qui devient labellisée Nexter intègre ce fameux réseau. Donc, dans la continuité de Nexter, c'est un projet qu'on développe sur le contrat bien commun avec Nobatech et avec beaucoup de partenaires donc, institutionnels, privés, publics. Donc, il y a un large réseau d'acteurs qui est engagé sur ce projet-là. Et donc, l'idée part du constat de nos métropoles où finalement, on arrête l'étalement urbain et on se reconcentre sur les fonciers qui nous restent disponibles. Les fonciers qu'on a disponibles, c'est les fonciers qu'on n'a pas voulu artificialiser, qu'on n'a pas voulu reconvertir jusque-là parce que ça nous coûtait trop cher de le faire. Et donc, c'est des fonciers qui présentent pas mal de pathologies et de contraintes, soit parce qu'ils sont à proximité d'infrastructures, soit parce que leur sol et la nature de ces sols-là est altérée par l'activité humaine. Et donc, le coût de la réversion de ces sols implique d'avoir soit une surdensité in fine, soit d'avoir une baisse de la qualité architecturale, puisqu'il faut quand même équilibrer cette opération d'aménagement. Et donc, c'est deux solutions qui ne sont pas satisfaisantes et qui doivent être revues, pas en pensant à la parcelle, mais en pensant vraiment sur un objectif beaucoup plus large qui couvre, par exemple, une échelle métropolitaine. Le projet qui est, ce qu'on voit ici sur l'image, donc c'est la Trény-Benoge. Et l'idée qui est proposée de base, c'est de passer sous les voies ferrées pour connecter deux quartiers. Et cette opération-là, qui a l'air comme ça très simple, elle va, comme le disait Flore, générer une quantité énorme à l'échelle métropolitaine de terre excavée, dont 6 à 10 000 tonnes qui sont complètement utilisables pour faire des techniques constructives. Et ces techniques-là, ce qu'on veut, nous, c'est les avoir au plus proche, comme le disait Thomas, de la nature et de la qualité de la terre. Il ne s'agit pas de prendre de la terre pour en faire quelque chose qui serait très éloigné, parce qu'on peut tout reformuler. Il s'agit de vraiment rester au plus proche des qualités qui sont propres à la terre qu'on a ici. Donc la personne qui tient la terre, vous voyez, c'est la terre qui est brute, qui est sortie du sol. Donc on est vraiment sur le site d'excavation. C'est une terre qui est grise. C'est une terre qui était là il y a 6000 ans, donc elle est assez récente. Ça paraît comme ça loin, mais c'est finalement récent pour l'échelle géologique. Et cette terre-là, on se rend compte qu'elle est très homogène pour une terre qui est excavée de chantier. Et ces 6000 tonnes nous permettent de réfléchir à plutôt un procédé presque industriel de revalorisation de cette terre qui, finalement, peut mettre en place aussi ou contribuer à mettre en place une petite filière ou en tout cas proposer des chantiers de terre excavée qui peuvent couvrir de larges nombres de chantiers ultérieurs. Donc ce que vous voyez là, on a différentes strates de sol. On réfléchit plus le sol comme vraiment une surface, mais plutôt comme une coupe. Donc on est sur certaines parties de ce territoire-là en cité sol pollué. Là où nous on se situe, on n'a pas de pollution. Néanmoins, on va quand même éviter de travailler la première couche, donc sur le premier mètre, 1,50 m. Il y a des suspicions de pollution, donc on va les excaver et puis les sortir. Et on va plutôt travailler ces couches inférieures qui sont des argiles et qui sont des argiles inertes et non remaniées. Donc elles sont restées en place depuis peut-être pas 6000 ans, mais beaucoup de milliers d'années quand même. Et donc ces argiles-là, elles vont nous permettre de construire des techniques constructives qui sont adaptées. Et je vous montrerai lesquelles on a sélectionnées avec Nobatech par la suite. Mais il faut comprendre que c'est possible que parce qu'on a une homogénéité et parce qu'on a on va dire une assiette de projet qui est suffisante pour imaginer de le faire à grande échelle. Donc les acteurs de projet, je vous en parlais tout à l'heure, il y en a beaucoup. La métropole, Flore a présenté donc l'enjeu métropolitain que ça peut représenter d'avoir donc des terres excavées de cette envergure en termes d'échelle, mais il faut aussi rappeler que les initiatives, elles sont parfois à la charge d'acteurs privés, donc architectes et bureaux d'études, et portées par des collectivités qui n'ont pas forcément l'infrastructure des métropoles, même si elles en font partie. Donc ici, c'est la ville de Lormont qui est apportée et qui porte ce projet de recherche et développement, et donc qui s'intéresse aussi à comment on peut revaloriser des sols, que ce soit
pour de la construction. Donc, comme ça a été rappelé, il y a énormément de terres excavées, mais aussi dans l'aménagement urbain, comment on peut créer des parcs, pas en effaçant la pollution, parce que la seule façon de l'effacer, c'est vraiment de l'excaver et puis de l'envoyer en centre de tri, mais en composant avec, en la stabilisant année après année et en gardant les écosystèmes qui se sont installés au fur et à mesure des années. Donc ça, c'est un deuxième volet qu'on mène sur un parc en phytomanagement, mais on n'aura pas le temps d'en parler ce soir. Mais c'est pour expliquer aussi que ces projets, ils sont importants qu'on mène en tant que bureau d'études et architecte, parce qu'ils ont une visée qui est celle on va dire, de massifier cette technique constructive en terre crue à partir d'argile excavée, mais aussi l'utiliser dans nos espaces publics avec ce dont on hérite et qui est parfois pas forcément les terres les plus qualitatives. On a mis au point un protocole qui va partir de la terre qu'on a, donc de l'excavation, pour aller jusqu'à une charte de reproductibilité et de massification de ces techniques constructives qu'on a mis au point. Et donc, on passe par tout un tas de phases pour garantir que ce qu'on fait est validé réglementairement, est validé sanitairement, et que finalement, toutes ces étapes-là participent à créer des matériaux qui soient complètement homologués et puis réglementairement conformes. Donc, on a des phases de prototypage. Vous avez ici une des briques extrudées qu'on a réalisées chez les Dubourg, donc au BARP, qui, Mathieu vous en parlera, ont aussi travaillé sur Biganos. Donc, on s'est adossé à leur activité industrielle, donc à l'outil industriel qu'ils possèdent déjà. Simplement, on a changé les formulations et on y a introduit de l'argile d'excavation qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler. Donc, ça aussi, ça peut sembler on va dire anodin de dire la terre, c'est de la terre, mais travailler les argiles différentes avec des homogénéités différentes, c'est tout un travail que les artisans et les petites filières d'industrialisation, comme c'est le cas des Dubourg, sont capables de mener. Et donc l'autre volet dont on ne parle pas aujourd'hui, le parc transitoire en phytomanagement, donc la phase réglementaire qui est pour une des deux techniques un ATEX, et finalement des logements, des équipements qui, une fois qu'on a validé ces essais-là, peuvent intégrer ces techniques constructives qu'on a mis au point. Je vois que vous gérez les garçons, mais je vais relancer quand même. Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup les applications Nexter et les applications ensuite Cité Sol Contraint? Donc, je vous ai parlé d'un réseau de plateformes et vous dire qu'aujourd'hui, ce réseau est composé de 2 plateformes. Toutes les 2 localisées au Pays Basque, donc une à Bidart, pour ceux qui connaissent, et une seconde à Urugne. Et ces 2 plateformes sont localisées sur des sites qui appartiennent aux partenaires de l'ancien projet Nexter, puisqu'on ne parle plus de projet, maintenant on parle d'association. Premier partenaire qui possède la plateforme à Bidart, c'est l'entreprise de travaux publics et de terrassement Goyetch. Et la seconde plateforme qui est localisée, elle, à Urugne, elle est gérée par Biltagarbi, qui est le syndicat de gestion des déchets de l'agglomération Pays Basque, qui a récupéré la compétence de gestion des déchets inertes il y a de ça quelques années. Donc, on est davantage avancé, disons, sur la mise en place de l'activité de valorisation sur la plateforme Goyetch, localisée à Bidart, sur laquelle on a déjà 2 terres qui sont proposées à la vente. Donc là, vous pouvez voir les fiches produits qui ont été établies selon le process Nexter. Et on a donc une terre à enduit et une terre à piser. Et ces 2 terres ont déjà été mises en œuvre sur quelques opérations. Donc l'opération qui est présentée à gauche avec la terre à enduit, c'était facile puisque ce sont les locaux de Nobatec. On a réalisé une extension et on en a profité pour mettre un petit peu de terre crue issue de la valorisation Nexter. Et ce que vous voyez à droite, c'est un mur en pisé qui a été réalisé sur une opération dans le 64 également, proche de Pau, pour une maison individuelle. Donc là, c'était aussi facile, je peux le dire, puisque le mur en pisé n'était pas porteur. Il y avait aussi une structure. Mais le fait est qu'on a pu démontrer que le principe de valorisation tel qu'il est proposé a permis en fait de fournir aux artisans des terres prêtes à l'emploi, avec une teneur en eau et une décompaction adéquate pour faciliter la réalisation des travaux sur chantier. Et surtout,
on est parvenu à fournir des terres prêtes à l'emploi. Et ça, c'est l'ambition du projet. C'est-à-dire des terres qui ont déjà la bonne composition, en fait. Donc, ce qui démontre que les méthodes de sélection qu'on applique, en tout cas sur ces cas-là, a bien fonctionné, puisqu'il n'y a pas eu besoin d'ajouter de granulats ou de tamiser. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai pour l'enduit, parce que l'enduit, il y avait quand même quelques petits cailloux qui ont dû être tamisés sur chantier, mais vu qu'on est sur une terre à enduit qui est assez sableuse, c'est une opération qui s'est plutôt bien faite. Et je peux vous le dire, puisqu'en fait, cette opération-là a été réalisée en chantier participatif par les salariés de Nobatec, donc on a pu profiter du tamisage de la terre pour l'expérimenter. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, en fait, c'est de pouvoir proposer donc, des terres directement prêtes à l'emploi. Vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter le site internet dédié à l'association, le site internet nexter.fr, sur lequel vous allez retrouver beaucoup d'informations sur ce qui a pu être développé, sur les méthodes, et vous allez surtout, et ça va plutôt intéresser les entreprises, vous allez y trouver une base de données de toutes les terres qui sont commercialisées sur les plateformes du réseau. C'est ça aussi l'idée de former réseau, c'est de pouvoir partager des outils communs. Alors les outils communs, les méthodes bien évidemment, mais aussi tous les outils de promotion de l'offre de fourniture. Et donc on a notamment mis en place une gestion d'informations, de collecte de données qui nous permet de tenir de manière quasi automatique une base de données des terres disponibles sur les plateformes. Donc c'est mis à jour automatiquement. Et donc si vous vous rendez sur le site internet nexter.fr, vous allez trouver une carte qui présente où sont localisées les terres disponibles. En l'occurrence, aujourd'hui, elles sont localisées toutes à Bidart. Mais demain, on espère effectivement étendre le réseau. Et sur cette extension de réseau, il faut dire qu'il y a un intérêt à mailler le territoire finalement assez finement, puisqu'en fait, on se rend très vite compte quand on analyse les choses d'un point de vue des impacts environnementaux, ce qu'on a eu l'occasion de faire dans le cadre du projet Nexter, que les impacts liés à la gestion de ces terres sont quasi exclusivement dus en fait aux distances de transport. C'est assez évident, c'est un matériau pondéreux. Donc en fait, dans une logique de valorisation de ces terres de manière efficace d'un point de vue environnemental, il nous faudrait des plateformes qui maillent le territoire sur une maille d'à peu près 40 km². Voilà, un ordre de grandeur, c'est ce qui est assez pertinent. Donc nous, dans notre ambition de développement de réseau, dans un premier temps, on se dit que allons implanter des plateformes là où les activités d'excavation sont importantes. Et où sont-elles importantes? C'est principalement autour des grandes métropoles. Donc c'est pour ça qu'il y a un enjeu pour nous déjà, ne serait-ce qu'ouvrir une plateforme ici en région bordelaise, ça serait l'idéal. Voilà. Donc c'est un petit appel si toutefois vous connaissez des centres de gestion des déchets inertes. Voilà. Et donc, je vais terminer là-dessus en vous disant que tout ça, ça ne s'est pas fait uniquement avec les partenaires du projet. Ça s'est fait aussi grâce à un réseau de ce qu'on a appelé, nous, le groupe utilisateur. Donc, on a beaucoup questionné un groupe d'artisans, Amélie en faisait partie, sur les informations, le niveau d'information qu'on retrouvait dans les fiches, sur la nécessité d'avoir telle ou telle indication, sur la performance à l'échelle de l'ouvrage ou la caractéristique de la terre. Donc tout ça est aussi construit dans une idée de créer un outil en fait à destination de la filière. Et c'est aussi pour ça que Nexter est devenu une association. C'est pour pouvoir mettre dans les mains de la filière cet outil. Et donc l'association a vocation à être largement ouverte à adhésion. Et ça va être le cas dans les semaines qui viennent, de sorte à ce qu'en fait la filière puisse s'emparer de l'outil en fait et le fasse évoluer en fonction de la réalité de ses besoins. Michaelis, du coup, toi aussi, tu as des applications sur terrain. Est-ce que tu peux nous en parler et peut-être nous parler aussi un peu des ambitions futures? Et vous travaillez aussi ensemble avec Nobatec. C'est quoi les liens entre vos projets sur les ambitions? Bon, on commence par les points communs. Les points communs déjà, c'est que, et c'est pour ça aussi qu'on travaille ensemble, c'est qu'on est convaincu que les terres qu'on a à disposition, elles ont un usage qui est possible. Thomas l'a rappelé, une terre à enduit, c'est une terre à enduit et on ne va pas en faire une terre à piser si ce n'est pas compatible. Donc on ne reformule pas, ou très peu, les terres qu'on a à disposition. Et ce qu'on essaye en tout cas de pousser au maximum, c'est aucun liant minéral dans nos compositions, c'est-à-dire que ce soit la brique de terre extrudée ou la terre allégée qu'on développe,
on n'a pas de stabilisation ni à la chaux ni au ciment. Ce qui fait que demain, quand on sera arrivé à la fin d'un cycle, soit du bâtiment, soit d'une partie du bâtiment qui intègre ces matériaux, on pourra les recycler de façon très simple. De l'eau, une bétonnière, et puis ça repart, on remet des briques, et puis on en refait. Et ça, c'est possible que en prenant le pari dès le départ de limiter, d'exclure ces stabilisations. Donc ça, c'est un point qu'on partage avec force et conviction. Et ensuite aussi, la question du transport, donc essayer d'être le plus local possible. Nous, on a fait le parti avec Sol contre un bien commun de dépenser aucun argent sur des lignes de production, des outils de production. On s'adosse sur ce que savent faire les artisans de notre région. Donc, que ce soit pour la technique de la terre allégée ou de la brique extrudée, on utilise des lignes existantes et on les hybride avec de la terre excavée, mais aussi avec des liants végétaux. Et puis, on tamise, on regarde la façon de pouvoir mettre en œuvre, mais on n'investit pas sur une ligne de production qu'il faudrait amortir, ce qui ferait augmenter le coût de notre brique ou le coût du mètre carré de la terre allégée. Donc ça, c'est un enjeu aussi pour le développement d'une filière. Le coût économique qu'un opérateur peut avoir pour payer une ligne, il va forcément se retrouver sur la brique et donc sur le mètre carré de logement in fine. Donc là, vous avez sur la première technique nos prototypages avec différentes formulations pour arriver donc à des briques qui tiennent la route. Et vous avez sur la deuxième slide donc la deuxième technique qui, elle, part pour un ATEX, où on est donc sur de la terre allégée, où on utilise de l'argile d'excavation, donc 100% d'argile d'excavation, du chanvre, de l'eau et des caissons en bois, avec des séries locales qui sont autour. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler un matériau le plus naturel possible. Et ce matériau-là en particulier, la terre allégée, présente un avantage, c'est qu'il est très léger. Donc il ne nécessite pas d'avoir un surdimensionnement des systèmes porteurs. Et il permet d'avoir une très bonne hygrométrie des logements ou des équipements qui sont concernés par la terre allégée qui pourrait être positionnée en façade. Donc c'est les qualités de ce matériau-là, avec la simplicité qu'on a pour le mettre en œuvre, en font aujourd'hui, et on le pense avec Thomas et Nobatec, un matériau d'avenir, non seulement en utilisant la terre de carrière qui est déjà utilisée, mais aussi en privilégiant de la terre d'excavation qui est adaptée à un usage et à une technique constructive particulière. Donc ça, c'est vraiment les deux enjeux, je pense, qu'on partage et qu'on essaye de faire suivre entre déjà les premiers tests sur site en excavation jusqu'à la mise en œuvre des prototypes et puis des futurs bâtiments. Eh bien, merci beaucoup. Donc, moi, je vous propose de passer avec Mathieu de PM pour si tu peux nous faire un premier retour déjà d'expérience et montrer votre travail que vous avez fait sur le ZAC de Biganos. Mais avec plaisir. Bonsoir. Oui, moi j'ai fait des slides un peu denses, on m'avait dit 3 slides, alors je me suis vraiment prêté au jeu, donc ça fait pas mal de choses, je ne sais pas si c'est lisible. Moi je vais vous ramener en 2015, donc ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans qu'on essaye d'écrire une histoire à Biganos en tant qu'urbaniste. Alors on est en équipe avec les paysagistes de Trouillot-Hermel Paysage et Flavien Bézy. En tant qu'urbaniste associé. Donc je vais juste retracer quelque chose qui est peut-être un peu daté à l'échelle des avancées qu'on peut avoir sur la caractérisation des terres ces dernières années. Mais voilà, on était un petit peu sur des choses balbutiantes, disons, il y a 11 ans. Donc voilà, j'ai remis une photo du mur, c'est un petit peu l'histoire qu'on raconte sur la manière dont on a accroché la terre à Biganos. C'est effectivement le fait de se confronter à un matériau qui est très présent sur le territoire et qui finalement a surgi un peu naturellement. Pour l'anecdote, quand on remporte cet appel d'offres avec la confiance que nous a accordé Aquitanis en 2015, il n'y avait pas du tout de terre dans notre note méthodologique. Et c'est apparu en fait au fil du temps. C'est un matériau qui est apparu en fait dans les diagnostics en marchant, dans les rencontres avec les habitants et beaucoup en discussion avec les élus, notamment le maire Bruno Lafont.
Et donc voilà, pour vous dire que c'était quelque chose qui n'était pas là initialement. On avait mis l'accent, nous, sur le réemploi de matériaux, sur le fait de travailler par analogie avec l'architecture locale et sur les usages, le bien commun. Donc on avait caractérisé un peu tout ça de cette manière. Donc c'est resté dans les fiches de l'eau. Et la Terre est apparue en fait de manière très prépondérante et très forte, comme un ancrage au territoire, aussi par le retour habitant et le retour des élus. Donc cette brique de Biganos, elle a toujours existé. Et sur le bassin, plus généralement, il y avait énormément de briqueterie. Je pense qu'on le sait maintenant, il y en a une qui reste et qui est encore très active parce qu'elle a effectivement des marchés aussi sur le territoire de la métropole, qui est la briqueterie du Barbe des Dubourg. Et donc c'est assez naturellement et assez rapidement qu'on a commencé à travailler avec eux. Et les premiers essais ont démarré dès 2016 avec des tests. En fait, c'est les premiers tests de filière où on a commencé à travailler avec de la terre crue. À l'époque, donc, quand on commence à se dire dans l'équipe qu'il faudrait qu'on ait des spécialistes et des personnes qui puissent nous aider à caractériser cette terre, il n'y avait pas des milliers d'intervenants sur le territoire national. Donc, un peu naturellement, on s'est tourné vers Amaco, qui est le laboratoire de recherche de Grenoble, qui est issu du laboratoire Crater, qui ont été ramenés, qui ont été missionnés dans l'équipe pour nous aider à caractériser cette terre. Donc en fait, il y a des big bags, des mètres cubes d'argile du Barp qui sont partis en Rhône-Alpes pour faire des tests et s'assurer en fait qu'il cochait toutes les cases. Alors je suis peut-être moins technicien que pour l'Ethnobatech, mais en tout cas pour qu'il soit propre à l'utilisation dans le cadre de la construction. Donc on se décale un petit peu du sujet, on n'est pas 100% dans la question des terres excavées, parce qu'on est sur le territoire du bassin, parce que dans les fiches de l'eau qui ont été proposées, il n'y a pas de terrassement, il n'y a pas d'excavation, il n'y a pas de parking en sous-sol, tout est aérien. Il y a le premier lot qui est un tout petit peu semi-enterré en tout cas, mais on a un sol qui ne permet pas, très sableux aussi, qui ne permet pas d'aller forcément chercher sur site des terres qui nous permettaient de bâtir. Donc, le fait d'aller chercher les Dubourg, c'est à 10 km de là. Donc, on n'est pas sur un gisement de site, mais on estimait qu'on était encore dans l'air qui nous permettait de travailler avec une proximité acceptable. Donc, on voit effectivement les premiers tests qui ont été faits. Pour l'anecdote, au tout début, quand on commence à creuser ce sujet de la terre crue dans la construction sur Biganos, et qu'on se rapproche de Jacques Dubourg, il y a eu un petit moment d'incompréhension. Il avait l'habitude, et il a toujours l'habitude, de faire des briques réfractaires, de faire des pavés qu'on peut retrouver en grande quantité dans Bordeaux. Et donc, quand Romain Anger d'Amaco est venu visiter la briqueterie pour la première fois, lui a apporté son livre sur la construction terre, il y a eu un petit moment, ils se sont regardés en chien de faïence un petit peu pour appréhender. Et puis finalement, comme les deux sont des amoureux de la terre, il y a eu quand même aussi une alchimie qui s'est faite. Jacques Dubourg a pris le livre, et puis bon, on en est resté là. Et finalement, derrière, il a creusé de son côté. Et la fois d'après, quand on est revenu, il avait fait pas mal d'expérimentations. Il avait sorti des briques, il avait sorti de ses filières des essais, avec différents dosages, avec différentes épaisseurs, etc. Et c'est en fait aussi par l'émulation que ça a pu créer en fait cette rencontre. Je pense que voilà, la terre crue a pu trouver sa place, en tout cas à Biganos. On avait initialement, nous, travaillé en tant qu'urbaniste et dans la projection. Donc j'ai remis des petites slides parce qu'il y a aussi une partie réemploi, mais qui est intéressante dans ce qu'elle a permis d'expérimentation aussi. On avait embarqué dans l'équipe le collectif ETC, simplement pour dire que le temps long de l'urbanisme nécessite des activations sur le territoire. Donc on a travaillé sur un petit bâtiment qui s'appelait Bigre, donc Biganos Réemploi, et qui est devenu une sorte de maison des projets. Et donc il y a eu sa première histoire comme ça, avec 100% de matériaux de récupération, des
des portes de grange, une structure métallique qui venait d'un hangar. On a récupéré à Smurfit, donc l'usine qui est vraiment juste à côté, des copeaux de bois issus de leur fabrication du papier. Donc on est allé glaner un petit peu des matériaux tout autour, et c'est un lieu qui est aussi devenu l'endroit où on a pu débattre avec les habitants, présenter le projet, présenter les avancées, présenter les limites, et on a pu en tout cas, tester l'acceptabilité. Évidemment, dans un projet d'urbanisme, on parle beaucoup de hauteur, on parle de densité, mais on a pu aussi tester l'acceptabilité du matériau et l'attachement, en fait, de l'espèce de mémoire collective qu'il y avait sur le territoire du bassin d'Arcachon, girondin, landais évidemment, mais sur la construction bois et sur le remplissage terre. Et donc, il y a beaucoup d'anciens qui sont revenus nous voir en nous disant que c'était très bien cette démarche, qu'on remettait quelque chose au goût du jour, plutôt dans une sorte de réactivation de la mémoire collective. Donc, Bigre a tenu presque 2 ans. On a fait des ateliers publics là-dedans. Et ensuite, Aquitanis nous a missionnés en lieu et place pour faire la maison des projets. Donc c'est le seul acte de construire qu'on a fait nous avec l'agence, mais qui se voulait être un démonstrateur pilote sur la ZAC. Donc c'est un petit bâtiment qui fait 80 mètres carrés et qui est... la commande était de faire un lieu qui soit donc une maison des projets qui permette aussi aux opérateurs futurs de recevoir leurs clients, de préfigurer un logement. Donc en fait, il est dessiné comme un T2 type de promoteur, entre guillemets, avec en plus une pièce de stockage et un bureau. Donc en fait, on a une commande qui nous permet de tester la mise en œuvre justement de cette terre, et sous toutes ses formes. Donc une des demandes de Bernard Blanc à l'époque, c'était de faire un bâtiment sans chauffage. On s'est assez vite rendu compte avec Julien Cœur-de-V de 180 que la demande était assez aberrante. Ça nous demandait de travailler sur des complexes de près de 75 cm d'isolant, etc. Donc ça ne marchait pas. Donc on a fini par mettre un poêle à bois pour compenser ce léger manque d'énergie. Mais en tout cas, là-dedans, ça nous a permis d'expérimenter et de mettre en œuvre la terre, donc la terre crue en extérieur et en intérieur. On a aussi fait sur place du placo-terre avec Fabrice Tessier qui travaillait, qui est un artisan qui était affilié à Maco, donc des plaques de placo-terre faites in situ allégées avec de l'enduit terre. Donc on voit quelques photos en bas qui sont les exemples de ces mises en œuvre. Et effectivement, la brique de terre crue à cet endroit-là est posée uniquement à l'intérieur. Et à l'extérieur, on a dû, pour des questions d'assurabilité du bâtiment, mine de rien, puisque malgré les caractérisations d'Amaco, on avait Aquitanis, en l'occurrence, le maître d'ouvrage, qui a quand même accepté de décloisonner beaucoup sur ces questions de prise de risque, entre guillemets, sur la mise en œuvre, n'a pas eu le choix que de poser de la brique de terre stabilisée en extérieur. Donc, elle est crue, mais stabilisée à la chaux. Et donc je fais un retour d'expérience critique aussi, c'est qu'elle venait de Toulouse, celle-ci. Donc ces briques techniques concept, c'était Étienne Gay à l'époque qui avait fourni ces briques-là. Et tout simplement parce qu'on a fait le test avec Jacques Dubourg d'essayer de stabiliser dans ces filières. Il y a un sujet technique qui est que les briques des Dubourg sont sorties par des filières d'extrusion. Donc c'est des très grandes filières qui font des dizaines de mètres de long. Et le fait de stabiliser à la chaux, s'il n'y a pas une quantité suffisante de briques, en fait, on a un seuil critique qui fait qu'il est obligé de nettoyer ses filières trop fréquemment. Et donc, si on ne commande pas X centaines de briques ou milliers de briques, économiquement, ça n'a pas de sens. Donc, on est passé effectivement par BTC qui, eux, fonctionne avec de la brique moulée plutôt, qui est issue de presse et non pas d'extrudeuse. Donc voilà, ça c'est sur la petite anecdote. Et c'est ce petit bâtiment Rebigre, effectivement a servi d'illustrateur aussi pour les opérateurs qu'il a fallu convaincre pour insuffler de la brique de terre crue ensuite dans les opérations de la ZAC, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc pour que ça fonctionne, il a fallu un portage politique. Donc je resalue, même s'il n'est pas là, mais Bruno Lafont et ses équipes, ses élus, parce que c'est eux qui ont écrit l'histoire avant que nous on arrive aussi. C'est d'une certaine manière eux qui nous ont parlé de l'histoire de Biganos, qui nous ont fait visiter
beaucoup de choses. On a appris énormément justement dans ces balades urbaines. Et finalement, c'est parce qu'il y a eu ce portage politique ou ces incitations politiques qu'on a pu aussi insuffler. Alors, pas de manière ultra massive, comme vous le verrez dans la dernière slide, mais quand même, on est assez content du résultat. C'est effectivement cette histoire collective qui est intéressante à relever. Alors, pour l'anecdote, là, on commence à lancer les opérations, on a des fiches de l'eau qui sortent. Je vous ai remis quelques exemples sur les choses qu'on a défendues. Vraiment, dans le cadre des fiches de l'eau, c'est plutôt le fonctionnement par analogie sur l'architecture existante, les modes constructifs existants, notamment le bois. Et effectivement, l'utilisation de la brique ou de la terre crue était plébiscitée. Néanmoins, ce n'était pas prescriptif, c'est-à-dire que aucun opérateur n'a eu l'imposition d'utiliser de la terre crue dans les opérations. Ce qui n'est pas le cas dans les actes plus récentes. C'était un débat qu'on avait à l'époque avec Adrien Gros chez Aquitanis, parce qu'au même moment, on avait aussi le débat sur les consultations de l'EPA, de savoir comment on arrivait à caractériser la part, donc en l'occurrence de bois à l'EPA. Est-ce que c'est du volume? Est-ce que c'est du cubage? Est-ce que c'est une surface, un poids? Et au final, c'était assez difficile d'avoir des outils de mesure de cette part de la terre crue qu'on voulait demander dans les opérations. Donc collégialement, la décision a été prise de le faire de manière incitative. Donc c'est un urbanisme qui est animé par des ateliers, et donc et du côté des politiques et du côté de la maîtriseur urbaine, on a demandé à chaque opérateur en fait, d'insuffler une part de terre crue dans les opérations. Évidemment, le sujet étant de ne pas non plus augmenter trop le coût de construction, ni de ralentir la commercialisation aussi avec des dispositifs contraignants. Donc c'est beaucoup de négociations. Et vous verrez que les dispositifs de mise en œuvre sont quand même assez récurrents. C'est un petit peu les mêmes. Donc voilà, c'est quand même aussi les élus qui décernent les permis. Donc on avait cette petite, ce soutien qui était assez important. C'est-à-dire que le dernier cut, c'est quand même aussi la validation d'un PC. Et c'est ce qui fait aussi que l'incitation est suivie d'effets, mine de rien. Voilà, donc un petite photographie de ce qui est sorti. Donc c'est un accompagnement voilà, qui est important depuis le démarrage des premières opérations. Donc la première opération, c'est celle de Quartus avec Joly Loiret. C'est un peu eux qui ont essuyé les plâtres aussi, que ce soit dans la commercialisation, parce que c'était une opération qui avait une grosse part de privé, d'accession libre. Donc on a cette brique grise qu'on va retrouver de manière assez récurrente dans les intérieurs de la ZAC, hein, celle du BARP, qui est mise en œuvre en séparatif. Donc ça, finalement, c'est le consensus qu'on a trouvé après beaucoup d'ateliers pour avoir une part la plus importante de terre crue sur les opérations privées. C'est effectivement que ça fonctionne bien en séparatif entre logements. Il s'avère que au moment où les opérations sortent, on a une alerte des acousticiens qui nous disent « Attention, briques de terre crue visibles des deux côtés sur deux logements différents, ça ne fonctionne pas ». Donc on a dû revêtir, doubler dans un des logements à chaque fois cette brique. Il s'avère que ces alertes sont levées maintenant, donc on peut utiliser une brique de terre crue en séparatif visible sur deux faces, mais sur les opérations d'Aquitanis et de Quartus, à chaque fois elle a dû être revêtue sur une face. Je vous fais le retour d'expérience en même temps. Donc voilà, c'est de la brique pleine, crue, qui est utilisée en séparatif entre logements, un refend sur deux, puisque c'est de la brique non porteuse. On a une part importante aussi de construction bois, mais ce n'est pas le sujet, mais il y a beaucoup de murs qui sont en ossature bois doublés par de la brique de terre. Ce qu'on voit dans l'opération d'Aquitanis avec Dumont-le-Grand, qui est utilisé là en doublage et en séparatif entre logements.
et elle n'est pas forcément enduite. Voilà, c'est une brique qui est laissée apparente. Ça a été un travail aussi avec les opérateurs. Alors, Aquitanis, pas tant, puisqu'ils étaient aussi aménageurs et à l'initiative de la ZAC et de Rebigre, mais plutôt avec Quartus ou d'autres opérateurs privés, de faire en sorte que ça devienne un vecteur de commercialisation aussi, de se dire que un logement sain, la terre crue apporte il y a une qualité de l'air qui est évidente, acoustiquement c'est très bon, et donc voilà, pour faire en sorte qu'ils se saisissent en commercialisation de ces sujets-là, ça n'a pas été évident, et on se questionnait sur le retour d'expérience. Le sujet, effectivement, bon, les opérations ont été vendues à un moment où c'était encore à peu près correct, sans des coûts excessifs, puisque de toute façon ils étaient capés. Donc c'est aussi possible d'intégrer ce genre de bonnes pratiques dans des opérations d'accession libre, et que ça rajoute de la qualité au logement. On retrouve une matière brute et noble. 2 opérations en dessous que vous voyez, donc c'était pour LP Promotion, un îlot qui est juste en face de la gare, à côté du petit Rebigre, qui était mené par Boris Boucher et Scalane, qui elle a été arrêtée parce qu'on a essuyé une crise un petit peu importante ces derniers temps, et aussi parce que le mode constructif qu'ils avaient développé a été finalement, ils ont utilisé une maxi brique en fait qui était disponible justement avec cette boîte brique technique Concept à Toulouse, qui a accepté une proposition de rachat par Terreal il y a quelques années, avec l'idée de développer un petit peu plus ce mode constructif. Et finalement, cette brique-là, la maxi brique, donc c'est la taille quasiment d'un bloc de pierre massive, hein. Donc c'est une production qui a été arrêtée par Terreal assez rapidement après le rachat, ce qui a quand même mis à mal 2 opérations de la ZAC, les 2 opérations que portait Boris Boucher, une pour Axanis et une pour LP Promotion. Donc c'est des lots qui ont été mis en stand-by de manière un peu conséquente et qui redémarrent juste. Et donc à côté, qui travaille conjointement pour la CDC et FC Promotion, et qui met également en œuvre la brique à l'intérieur en séparatif dans les logements. Donc voilà, on pourra parler un petit peu de massification. Alors il y a d'un côté les seules opérations qui mettaient vraiment la brique en œuvre de manière porteuse, exprimée en façade, comme des refends porteurs, sont arrêtés. Et les 3 exemples que je vous montre, c'est uniquement des briques séparatives entre logements. C'est déjà ça. Et c'est à minima ce qui sera demandé dans les lots qui restent à sortir. Mais effectivement, on pense qu'on peut aller plus loin. Est-ce que c'est lié au fait que ça ne soit pas prescriptif dans les fiches de lot? Est-ce que c'est aussi lié à une conjoncture économique vraiment pas simple pour sortir du logement ou vendre du logement en ce moment? Voilà, on oscille, mais effectivement, voilà, le petit retour d'expérience là de Biganos est assez intéressant, et puis l'histoire s'écrit encore. Donc. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Amélie. On a fait un petit pas de côté, mais c'était intéressant de pouvoir avoir ce retour d'expérience sur la question de la terre crue. Donc merci Mathieu. Et on voulait terminer entre guillemets avec toi Amélie, pour dézoomer, maintenant qu'on a bien vu ce qui était expérimenté, ce qui était possible de faire, de parler de filière. Donc tu as une casquette collectif des terres dont tu vas nous parler, et puis une casquette d'artisane aussi. Donc est-ce que tu peux nous expliquer où en est la filière aujourd'hui et comment ça s'applique en local? Ok. Donc, effectivement, dans un premier temps, je vais me permettre de parler au nom de la Confédération de la construction en terre crue, qui existe depuis 2019, dont je fais partie en tant qu'artisane, et également une autre démarche importante pour nous, acteurs de la terre crue, le projet national Terre, voilà, qui existe aussi depuis 2019. Pour vous donner quelques cadres historiques, pour faire le lien avec ce qui s'est passé à Biganos et maturité ou pas d'une filière
et ce qu'on voit sortir maintenant avec le retour de Michaelis et de Thomas. On va dire, sans faire étaler la culture sur la table, hein, mais on va dire que la terre crue est revenue dans les échos, dans les centres de laboratoire, auprès des architectes, dans le courant des années 70 avec donc Cratère, donc le centre de recherche dont parlait Mathieu à Grenoble. Mais en vrai, on a commencé à avoir une voix et en tout cas une écoute auprès des ministères en 2011. Donc c'est quand même assez récent, puisque donc depuis 2011, la Confédération de la terre crue et notamment le projet national terre est accompagné par la DHUP. Hem et mmh et donc mon rôle en tout cas, ce que j'ai constaté en tant qu'artisane localement, c'est qu'on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe nationalement. Sauf qu'on voit bien qu'avec d'autres, confrères, de la paille, du bois, ou même de la pierre, si on n'a pas une voix nationale, ah bah, c'est un peu compliqué d'imaginer, de faire évoluer, une filière, de pouvoir trouver des moyens pour le faire. Et donc en 2019, plusieurs, associations régionales et nationales, donc là j'ai repris les logos des associations nationales et régionales qui se sont, rassemblées. Alors on pourrait peut-être se dire, bah, qu'est-ce que fait la FFB, la CAPEB, là-dedans? Ben, on a quand même et heureusement des interlocuteurs qui sont OK pour échanger avec nous sur la question de l'écomatériau, sur comment on peut faire, évoluer la place, notamment de la terre crue, dans les programmes de logement, dans un rééquilibrage ou un apport de biodiversité dans l'usage des matériaux. Au lieu d'être, full ciment, bah, on peut peut-être imaginer, d'autres possibilités. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir aussi ces acteurs avec nous. Et puis, bah, des acteurs plus proches, on va dire, des artisans avec, aussi la SCOP, BTP et le réseau Éco-Bâtir comment dire? Qui fait le lien avec les enjeux de formation. Et bien sûr, je suis devant le réseau Maisons paysannes de France, puisqu'on a beaucoup parlé de programmes neufs, mais la terre crue, elle est à 100 adaptée à la réhabilitation et la rénovation. Et ça, c'est vraiment un pan, je pense, sur les enjeux. C'est bien de construire et de vendre du logement, mais ce serait pas mal quand même de prendre soin de ce qu'on a déjà. Et c'est peut-être une des solutions. Il n'y a pas de solution miracle. Hem, je voudrais quand même, pour la Confédération, alors je vais lire un peu et en essayant de donner un peu de rythme, mais insister sur, ce que défend la Confédération. Donc on défend une économie de proximité en privilégiant la pratique artisanale. On a aussi parlé là de maillage territorial, donc on est vraiment dedans. En limitant le transport de la matière première, en travaillant vraiment sur les disponibilités locales, de limiter, la marchandisation. Peut-être que certains d'entre vous, ont reçu, des invitations, du réseau Point P pour, venir voir des démonstrations de Saint-Gobain, avec leur solution miracle, Terlian. C'est un exemple. Ils ont leur place, mais de faire de la communication mensongère en parlant de de construction terre crue, ça, c'est pas possible. L'autre point, que défend la Confédération, c'est l'autonomie et la coopération dans le travail. Donc ça, je fais plus le lien avec, mes collègues, artisans et artisanes. On a la chance maintenant, bah, comparé à l'expérience qu'a pu, vivre Mathieu et ses compères, d'avoir comme un écosystème alors on est petit, avec quand même quelques gros, par exemple, voilà, TMH, mais on est globalement, des petites, PME, mais dispersées sur le territoire voilà, du Pays basque, sur le territoire du Limousin, sur le territoire de la Gironde. Donc on a la capacité maintenant aussi de pouvoir, bah, répondre à des marchés, parce que c'est pas le tout de produire, mais s'il y a personne pour mettre en œuvre, bah, c'est un peu compliqué.
Donc voilà, donc au travers de la confédération, de voir comment on peut valoriser nos savoir-faire et comment on peut créer une culture de coopération entre nous, même si chacun doit défendre son gagne-pain, chacun doit être en capacité de maintenir ses équipes sur le terrain. Et le troisième axe qui fait vraiment le lien avec ce que vous venez de parler, l'adaptation aux terres locales. Voilà, on a vu passer sur ces quelques dernières années des terres qui faisaient beaucoup de kilomètres parce que la proposition architecturale imposait une technique. C'est pas du tout la bonne solution. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi c'est pas la bonne solution? Parce que on n'a pas forcément les savoir-faire locaux pour bien le faire, bien le mettre en œuvre et de ce fait, de ne pas avoir de pots cassés pour l'équipe qui a conçu, pour le client qui va payer. Et pour au final se tirer une balle dans le pied au niveau de la filière. On est tout jeune, un peu comme nos collègues de la pierre sèche, on a vraiment besoin de prendre soin de cette filière pour qu'on ne se retrouve pas dans 10-20 ans avec avec des pathologies qui peuvent être dues à une mauvaise mise en œuvre ou au fait que dans certains projets, on impose une technique alors qu'il faut s'adapter aux terres. Après, derrière, ça fait aussi écho à un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais je pense que vous l'avez vécu avec Biganos. Thomas, il a présenté une terre qui est très sexy, qui est chaleureuse, qui est jaune. Michaelis, il a présenté une terre noire. Autant vous dire que pour le vendre, je pense que Michaelis, va falloir que tu sois très convaincant et que Thomas ne soit pas trop bavard ou qu'il garde les terres près de chez lui. Voilà, exactement. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment je vais le développer après. Donc voilà, c'est 2 points importants sur la confédération qui font pas mal écho à ce qu'on a entendu ce soir, donc c'est plutôt chouette. Mais voilà, il faut vraiment rien lâcher et être sur une préservation des savoir-faire et une coopération entre nous, qu'il y a un vrai dialogue sur la chaîne d'acteurs. Je me permets de faire le maître du temps, Amélie. Super. Il te reste 5 minutes. Ah ouais? Waouh! Mince, c'est pas ça. Non. Oui, ça, c'est ce que je viens de dire. Ah oui, ici, un dernier point quand même sur la confédération. Dans les outils que vous devez avoir dans votre besace, c'est les guides de bonne pratique. Ces guides de bonne pratique, c'est vraiment l'illustration d'une coopération qui a eu lieu pendant plus de 2 ans avec l'ensemble d'une communauté d'artisans et d'artisanes à l'échelle nationale pour rédiger ces guides de bonne pratique. Puisque dans le cadre réglementaire, nous n'avons pas de normes. Et je peux me permettre de dire que nous ne voulons pas de normes. Mais par contre, nous voulons un cadre réglementaire qui soit adapté aux techniques terre crue. Ce qui va me permettre de faire le lien avec le projet national terre. Donc ce projet national, c'est des dispositifs nationaux, comme le nom l'indique, qui a la particularité de mettre en face à face une communauté de chercheurs et des communautés d'artisans et d'artisanes qui font remonter des problématiques de mise en œuvre, des problématiques que peuvent rencontrer des architectes sur comment on peut faire accepter tel type de technique dans le programme. Ce projet national, donc c'est environ une centaine d'adhérents, dont Thomas et moi-même, qui sont répartis dans plusieurs groupes et axes de travail. Je ne vais pas m'étendre, donc vous pourrez aller voir sur le site du projet national pour reprendre chacune des thématiques. Le point important qui est à retenir, c'est que ce projet national a démarré en 2019, il s'achève sur sa première phase en 2027. Donc, ce qui va dire qu'on va avoir pas mal de livrables qui vont sortir, qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin, on l'espère en tout cas, que les guides de bonne pratique, et de tendre vers des règles professionnelles pour faire le lien avec le cadre assurantiel. Ça, c'est le côté national. Ah aussi, pardon, un point important. En cours du projet national terre, on a une enquête nationale qui, si vous voulez la retrouver sur le site du projet national, vous le retrouvez. Et si vous voulez y répondre, cette enquête nationale, en fait, elle est à destination des maçons, des artisans, des artisanes, des formateurs et de ceux qui pratiquent déjà la terre crue pour comprendre quelles sont vos pratiques. Et puis derrière, à la fin de l'année, il y aura une diffusion des résultats
permettant, on l'espère, de faire évoluer le cadre réglementaire, de diversifier aussi les profils d'entreprises de mise en œuvre et d'augmenter la part de la terre crue dans la construction. Donc vous pouvez répondre avec grand plaisir à cette enquête. En local, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Je vais juste faire un point puisqu'il me reste pas beaucoup de temps. C'est vrai. C'est la démarche du collectif des terres. Vous l'avez vu quand j'ai parlé de la Confédération, on a vu des associations régionales. En Nouvelle-Aquitaine, il n'y en a pas. Voilà. Donc, depuis 2021, avec plusieurs acteurs plus ou moins impliqués, artisans, artisanes, je ne vais pas te dire leur nom parce qu'ils seront tellement nombreux, mais en tout cas, il y en a pas mal déjà devant sur la scène et puis dans le public. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même plusieurs points qui pêchaient un peu. La question de où on trouve des gisements, on commence à avoir des réponses, donc ça, c'est quand même méga satisfaisant par rapport à 2021, où on nous posait encore la question, est-ce qu'on peut vraiment trouver de la terre pour bâtir? Bon, nous, on le savait, mais on s'est dit, OK, on va faire l'exercice. Donc voilà, je trouve ça chouette quand même qu'il y ait maintenant des points qui avancent. En tout cas, ce collectif, il a pour enjeu d'apporter une voix plus forte et plus diversifiée à comment on peut répondre aux questions de structurer une filière terre crue à l'échelle. Alors la Nouvelle-Aquitaine, c'est grand, donc son échelle est encore en questionnement. En tout cas, il a pour objectif, ce collectif, d'intégrer toutes les personnes qui ont envie de mettre du temps, de l'argent, c'est pas mal aussi, et du réseau pour pouvoir parler d'une seule et même voix. Et donc on a relevé à travers les différentes actions, on a fait des soirées de démonstration, on a fait des rencontres professionnelles, on est allé voir dans plusieurs territoires pour prendre un peu le pouls de ce qui se passait. Et donc on a retenu plusieurs axes qui étaient encore à travailler. La poursuite des actions de sensibilisation avec le soutien des partenaires publics, puisque Des Terres a vu le jour avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et de la métropole de Bordeaux. Donc on aimerait pouvoir continuer avec eux en continuant à diffuser des parcours de sensibilisation, que ce soit à destination des habitants, mais également, là, c'est le bon moment, je pense, avec les élections locales, de retourner voir nos chers élus, pour leur dire que c'est possible, et le travail que vous avez fait, vous, de montrer qu'on peut faire plein d'autres biganos. Ça serait cool. En mieux, mais... Ouais, en mieux, parce qu'on a plein d'autres nouveaux outils, plein de nouvelles personnes. Et de ce fait, nous, on s'est rendu compte aussi en allant voir d'autres collectifs en France qui avaient un vrai besoin d'accompagner les maîtrises d'ouvrage publiques, puisque quand on décide, là, c'est côté artisane, où des fois, je me dis, quand on vient nous consulter au moment des marchés de travaux pour dire, ah, tiens, on va mettre de la terre crue, c'est trop tard en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment au moment de la programmation et des réflexions globales de comment on aménage un territoire. Bon, ça, c'est pas ma casquette, donc je ne vais pas m'étendre, mais en tout cas, je sais que c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Et donc, l'objectif de Des Terres, c'est de pouvoir aussi accompagner ces maîtrises d'ouvrage publiques ou petites ou grosses, et également de pouvoir avoir une offre de formation pour les entreprises qui mettent en œuvre, puisque on a des entreprises, par exemple, de gros œuvres qui pourraient très bien faire évoluer leur outil de production. Mais on a aussi des entreprises de secondes œuvres qui pourraient avoir besoin de faire monter en compétence ces équipes. Le gros de l'offre de formation est plutôt du côté de Grenoble ou de la Bretagne. Donc, voilà. Donc, demander à des entreprises de faire partir leur équipe en Bretagne ou à Lyon, autant vous dire qu'économiquement, c'est pas très attractif, quoi. Voilà. Et un outil de production métropolitain, je veux pas m'étendre parce qu'on en a déjà pas mal parlé. Et pour terminer, Amélie, ouais. je vais être obligée de t'empêcher de parler de tresse. Oh non, Parce qu'il y a déjà des gens qui sont partis, ils ont plein de questions, je pense. je m'étais. Mais tu pourras t'appuyer dessus pour répondre aux questions s'il y en a. Ok, ça va. Et puis après, il y a le cocktail aussi pour en parler, Mais si bien vous êtes intéressé par le projet de tresse. On voulait ouvrir le champ de questions sur la notion de massification, parce que là, on se rend compte qu'au final, les gisements aujourd'hui existent et sont présents. Et
Il y a en même temps des projets comme Biganos qui là viennent d'une carrière, mais pourraient très bien venir en fait de sources comme on a pu voir sur les terres d'excavation. Et en même temps, on a mangé un peu de temps, donc si ça vous va aussi, on peut ouvrir des questions-réponses dès maintenant et échanger aussi sur cette question-là de changement d'échelle et quelle est la prochaine étape à passer et à venir aussi. Donc déjà, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et n'hésitez pas. Et du coup, je pose la première. Non, mais du coup, la question, et c'est vraiment, Mathieu, tu as commencé un peu tout à l'heure, mais qu'est-ce qui, pour vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? En tout cas, qu'est-ce qui peut permettre de passer à l'étape supérieure pour passer, utiliser en fait toutes ces terres qui sont disponibles aujourd'hui et qui ont l'air d'être en volume gigantesque sur... Alors, j'ai pas de recette sur ce sujet-là. Il y a un sujet réglementaire quand même. Nous, on s'est heurté à un souci à Biganos, c'est que l'utilisation de la terre ou du bois n'était pas inscrite dans le CPA-UPE, donc le guide de construction, de l'architecture, de l'urbanisme et paysager, qui pourrait imposer des choses. C'est-à-dire que si on inscrit le recours à un mode constructif ou à des matériaux de construction dans ces cahiers de prescription, en fait, on s'évite une grosse partie des discussions. Le sujet, je trouve, dans la massification, c'est de trouver le bon dosage. C'est pareil pour le réemploi. C'est un moment, qu'est-ce qui est engageant, qu'est-ce qui est contraignant? Est-ce que voilà, pousser le curseur trop loin, ça va pas faire fuir aussi les opérateurs? Parce qu'il y a un équilibre économique qui est hyper compliqué à trouver. Même si on met pas en œuvre des matériaux bio ou géosourcés, on nous dit que c'est dur. Donc voilà, on essaye toujours, je pense, la massification. Là, elle se fait à petite échelle. Le sujet économique, il est quand même prépondérant. C'est-à-dire que je pense que tu peux imposer. Il y a des actes, on en parlait juste avant, notamment à Guérande, mais peut-être en parler mieux à Amélie, mais où on peut imposer un pourcentage d'utilisation d'un matériau dans chaque opération, un pourcentage de réemploi, comme c'est le cas sur un métropole dans certaines opérations. Ce qu'il faut, c'est se doter des bons outils pour les contrôler et faire en sorte que dans l'équilibre économique des opérateurs, ça fonctionne. Il ne faut pas que ça soit un frein. Si je peux intervenir, ouais. Moi, je mentionnerais 4 axes en fait qui sont 4 leviers qui sont importants à actionner si on veut aller vers une massification de l'usage de la terre crue dans la construction. Et c'est surtout, faut l'avoir en tête, je pense, des leviers qui sont actionnés en même temps. Pourquoi? Parce que sinon c'est toujours la même chose, toujours le serpent qui se mord la queue, on n'y arrive pas. Les 4 leviers pour moi, c'est premièrement avoir une offre de fourniture. Donc ça veut dire avoir de la terre pour construire, de la terre et des produits aussi. Des produits déjà manufacturés, industrialisés, qui puissent être utilisés donc, par les entreprises qui maîtrisent déjà très bien le matériau, mais aussi des entreprises qui souhaitent se mettre à la terre crue et peut-être qu'elles commenceront par des produits qui sont des produits industriels. C'est le premier axe. Le second, c'est la demande. En fait, nous, on se rend compte aujourd'hui sur Nexter qu'on a la matière, on a la terre pour construire, on a très peu de demandes. Donc il faut que les maîtres d'ouvrage commandent des ouvrages qui intègrent donc de la terre crue. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est les compétences. Les compétences et le savoir-faire des artisans. Donc on a déjà un réseau d'artisans compétents, même ici localement, qui construit en terre crue. Nous, on a pu le voir dans le cadre de nos travaux Nexter. Et puis tu en as parlé avec l'association Aster, pardon, Déter également. Et ces entreprises-là, elles existent, elles savent construire en terre crue aujourd'hui. Et il y a de nouvelles entreprises qu'il va falloir former aux constructions terre crue, et ça, c'est important. Et le quatrième axe, c'est celui de la sécurisation des opérations et de l'assurabilité des opérations. Et ça passera, je pense, demain par la rédaction de règles professionnelles qui seront nécessaires pour sécuriser les pratiques, oui, d'un point de vue assurantiel, disons. C'est-à-dire qu'il faut que les assureurs aient un texte sur lequel se rattacher. Alors, il y a les guides de bonne pratique, tu les as cités, je pense que c'est une très très bonne référence, mais qu'il faut faire passer à l'échelon au-dessus, et l'échelon au-dessus, c'est celui des règles professionnelles. Donc, c'est en actionnant finalement ces 4 axes et de manière simultanée qu'on parviendra à massifier, je pense.
Et alors, il y a le débat sur l'industrialisation. J'en ai un petit peu parlé. Ça me semble être nécessaire. En fait, tout va coexister. Dans une filière mature, tout coexistera. Il y aura le travail de l'artisan, il y aura le travail de l'entreprise qui exploite des produits issus de lignes de production industrielle. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Mais je rajouterais aussi que, avec la terre crue, on a la chance et la possibilité de travailler en filière sèche et en filière humide et que les 2 sont, il y a pas une solution, effectivement, la filière sèche permettrait, entre guillemets «une massification» parce qu'un produit, industrialisé donc disponible en grande quantité sur le marché et la filière humide serait, entre guillemets «reléguée» à plutôt, des chantiers, plus petits, avec une main-d'œuvre, plus abondante et je pense que les 2 se complètent parce qu'il faut qu'on puisse avoir, des artisans, hyper qualifiés et d'autres qui sont très bons dans leur domaine et qui vont se rebasculer vers la terre. Je montrais tout à l'heure la terre allégée. On travaille avec Benoît Duré, qui est un tailleur de pierre, hors pair et qui, s'oriente aussi sur de la terre crue, où il pousse les limites de ses propres connaissances et de ses propres formations pour pouvoir aller chercher de nouvelles réponses, sur les matériaux, de demain. Donc la filière humide, elle permet ça aussi. Elle permet aussi à Amélie, de travailler chaque terre de façon indépendante, de façon différenciée, avec, le savoir-faire que tu as et que d'autres artisans ont et qu'on ne retrouve pas forcément sur, une brique qui va être manufacturée, et on va dire, égale en tout point, partout. Donc je pense que les 2 sont vraiment complémentaires et doivent, être poussés de la même façon pour qu'on ne prive pas, une partie des acteurs du marché, au contraire qu'on inclut tout le monde et c'est ce qui est intéressant je trouve dans le projet qu'on développe sur le contrat de bien commun parce qu'on a des aménageurs, qui, sont en capacité, de prescrire, mais aussi en capacité d'excaver la terre de la bonne façon avec, les bons protocoles de façon à avoir une terre qui soit, utilisable, et donc on a des collectivités, on a, la puissance publique aussi, et on a des artisans et on a aussi, des ingénieries transverses comme le GPV Rive Droite qui permet de connecter tout ça et d'en faire vraiment un maillage territorial et je pense que c'est ces axes-là qu'il faut, qui complètent ce que tu disais, Thomas, sur, comment on peut arriver, ensemble, il y aura pas une solution. Est-ce qu'il y a des questions à la salle? J'ai une question ou plutôt une remarque par rapport à quelque chose qui n'a pas été beaucoup développé. On voit ces dernières années, chaque année, on est l'année la plus chaude, année après année. Je voulais peut-être entendre, Thomas ou Amélie sur la propriété, des terres crues par rapport à ça. On voit sur des constructions neuves comme à Biganos qu'il y a des solutions maintenant, qui commencent à voir le retour, mais peut-être est-ce que vous avez déjà un retour d'usage, des habitants, qui ont vécu quelques étés dans ces logements? Et en fait, je m'interroge aussi, comme vous l'avez soulevé, sur la réhabilitation, puisque 95 de la ville de demain est déjà là, et sur les techniques de réhabilitation du patrimoine avec la terre crue. Alors effectivement, sur les propriétés, c'était pas le sujet, présenté, mais ça fait partie des questions. Une des grosses caractéristiques, en tout cas, de ce qui compose la terre crue, à savoir des argiles qui collent, les sables, les graviers, les cailloux et les limons en fonction de si on est en proximité des bassins versants ou des rivières et en fait, c'est vraiment les propriétés des argiles qui vont, derrière proposer une des principales qualités des matériaux de terre crue, l'inertie, qui est quand même une notion qu'on a pendant très longtemps oubliée au profit de il faut isoler, il faut avoir un bâtiment qui a des grosses performances en termes d'isolation. Sauf que, comme vous l'avez évoqué, nos quotidiens en fonction des saisons est pas tout à fait le même, que ça soit en été. Donc en fait, l'argile va avoir la capacité, d'emmagasiner, sur les temps, de journée plus frais, d'emmagasiner cette humidité, cette fraîcheur pour la relarguer au moment où c'est le plus chaud et l'inertie, elle a aussi un intérêt au moment où il fait froid puisque elle va avoir cette capacité d'emmagasiner la chaleur pour la redistribuer tout doucement. Donc l'inertie, c'est valable aussi bien en été que, en hiver. Donc ça, c'est vraiment un point hyper important.
Et pour faire le lien avec la rénovation et comment on a quand même beaucoup de patrimoine en pierre, ce qui peut paraître parfois un frein pour promouvoir la terre crue. Parce que de dire, bah si, on peut utiliser la terre crue, oui, mais il y a de la pierre partout. Bah, sauf que, par exemple, quand on creuse un peu les murs en moellon, avant que la chaux ne soit vraiment développée d'un point de vue industrialisation, on bâtissait en terre. En tout cas, on montait les moellons à la terre. Donc, c'est là où, en fait, la terre crue, elle a toute sa place aussi pour prendre soin du bâti en pierre, puisque le bâti en pierre, pour qu'il puisse continuer à être pérenne et ne pas s'effriter sous l'effet d'être emprisonné dans du ciment, elle a besoin de s'acoquiner avec un matériau qui va lui permettre de respirer. Donc, il y a la chaux, qui est nécessaire dans des situations d'exposition aux intempéries ou dans des situations où on a un mur intérieur qui subit de l'humidité stagnante, on va mettre de la chaux. Et encore que, il faut quand même traiter le pourquoi il y a une humidité stagnante. Mais si on n'a pas effectivement une exposition aux intempéries ou des humidités un peu stagnantes, la terre crue a tout à fait de sa place. Et elle a sa place, en tout cas, je pense qu'elle a sa place dans le volet terre allégée que Michaelis a présenté, c'est-à-dire qu'on associe de l'argile à de la fibre. Donc, nous, localement, la fibre qui se développe de plus en plus, c'est le chanvre. Un peu de miscanthus aussi quand on descend dans le Gers. Mais cette association avec une très grande proportion de fibres et de l'argile qui colle, ça va amener des propriétés d'isolation. Donc, une amélioration du confort intérieur avec les murs en pierre qui, eux, apportent déjà de l'inertie. Voilà. Il y avait une autre question. Il y avait une question sur l'acceptabilité de la terre dans les logements. Alors, on n'a pas visité tous les logements, mais les quelques logements dans lesquels on a pu rentrer ou les retours des bailleurs ou des opérateurs, c'est vrai que la couleur, on pensait qu'elle serait plus clivante que ça, parce que effectivement, c'est gris. Qu'est-ce qui est gris? C'est le ciment, c'est le parpaing. Et pour autant, non, il y a une très bonne acceptabilité du matériau. Alors, on a les retours classiques, on ne peut pas vraiment mettre des trucs dans les murs, mais comme on peut l'avoir sur des murs paille ou chanvre, enfin, voilà, c'est des sujets finalement dont les gens s'accommodent. Et la réalité, c'est que le fait d'avoir l'expression d'un matériau noble dans le logement, bah, ça change quand même pas mal du placo blanc, quoi. Donc, non, les retours qu'on a eus sont plutôt positifs. Et puis, c'est anecdotique peut-être, mais pour nous, quand on porte la casquette Urba, c'est pas rien. On est sur une ZAC qui a pas eu de recours encore sur les permis. Donc le travail amont sur le fait de travailler le matériau, le fait d'avoir ces petits actes de construire préalables, et cetera, pour justement acculturer les gens et la population aussi au fait qu'il y a des nouveaux habitants qui vont arriver massivement à Biganos et des formes urbaines et des modes constructifs qui sont un peu, j'allais dire novateur, pas du tout. En fait, on reprend simplement des choses qu'on faisait il y a des dizaines d'années. Oui, ça porte ses fruits aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, c'était juste pour dire, en complément des 4 points, et ça fait le lien avec le projet de Tresse, que comme ça Amélie pourra en parler, c'est qu'il faut un réel accompagnement. Je suis d'accord qu'il faut une montée en compétence des entreprises, mais quand on construit avec de la terre, il faut savoir quelle terre on peut utiliser, pour quelle utilisation, ou dans le bâtiment, notamment en contact pour moi avec l'air intérieur, c'est là où elle se porte le mieux. Faire des murs structurels, oui, pourquoi pas, mais on affiche la terre à l'extérieur, mais si elle n'est pas en contact avec l'intérieur, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? Bon, c'est un débat, mais pour dire, voilà, il faut un accompagnement aussi côté maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, pour essayer de prescrire la terre là où elle se prête le mieux. Donc, comme ça, Amélie. Non, c'est très bien. Merci du complément. Mais vous voulez que je parle de Tresse alors? Ah oui. Bon. Ah ok. Donc, c'est un projet de petite envergure, mais qui aborde plusieurs sujets. Donc, c'est pour la communauté de communes des Coteaux Bordelais, donc, dont le siège est à Tresse. Ils ont un siège existant. Ils voulaient une extension pour, dans le cadre de la, de la- de l'évolution de la taille de leur équipe. Donc, c'est Moonwalk Local qui a conçu le bâtiment avec donc une structure porteuse bois
Mur extérieur, isolation paille, enduit chaud, et à l'intérieur, donc il y a une partie qui est fait en placo et il y a un espace commun entre l'existant et le nouveau bâtiment, donc a été, où là l'objectif c'était d'avoir un mur, un peu massif puisqu'on a un mur de 22 centimètres d'épaisseur, mais qui apporte donc les questions d'inertie puisqu'on est sous une serre, qui a pour vocation à être démonstrateur des différentes techniques possibles et l'autre critère, c'était d'utiliser les terres du territoire. Donc le projet a démarré en 2013 où, la maîtrise d'ouvrage a dit: «Bah, pourquoi pas?» On est motivé mais on est motivé si on vous réussissez à trouver des terres sur le territoire et on est motivé si on intègre, un volet, pédagogique avec, des enfants. On est motivé si, on peut, même si c'est non structurel, si on peut voir différentes techniques. Voilà, donc sur 2013, on les a accompagnés avec le bureau d'études intersection sur le sourcing. Hop, ouais. Voilà, on a fait, en gros, 3 étapes préalables. Le sourcing, donc on a été, se balader sur le territoire de Tresse, on a appelé les communes: «Est-ce que vous avez des chantiers en route?» On a appelé des terrassiers qu'on connaissait déjà et donc on a identifié, 9 terres qui étaient, potentiellement, intéressantes. Sur ces 9 terres, donc on a fait, à la fois des tests en laboratoire, puisqu'il y avait des plantes, notamment bioindicatrices, qui nous ont mis un peu le doute sur la question de la pollution. Donc on a fait faire des tests en laboratoire dédiés à la pollution et après on n'a pas fait de tests, laboratoire, comme peut le faire, Novatec. On est parti des tests terrain, donc ce que moi je fais en tant qu'artisane. Donc en faisant différents, échantillons des techniques qu'on avait, définies avec la maîtrise d'ouvrage. Donc en premier plan, vous voyez les adobes, donc des briques moulées. Ensuite, des petits prototypes, de pisé, des prototypes d'enduit. Donc c'est aussi une manière d'aborder la matière par des tests de terrain ou maçon. C'est aussi un bel outil pédagogique parce qu'on peut très bien le faire avec, des élus, avec, les agents de la collectivité, avec, des architectes. Donc sur cette base-là, ça a permis à la maîtrise d'ouvrage très tôt d'être rassurée, de dire: «OK, on peut le faire et on a envie de le faire» et esthétiquement, pardon, de commencer à créer de l'appétence, de se dire: «Ah ouais, ça va être pas mal quand même, cet univers de couleurs et cet univers de matière». Donc je dirais que ces 2 phases-là étaient assez simples. C'est sur la collecte et le stockage où là, ça a commencé à grincer un peu. Parce que, un transporteur, il transporte, mais il vous met pas dans le camion et donc 1er tu as déjà un deuxième maillon d'un gars qui te fait encore raquer, et après c'est de stocker puisqu'on avait collecté on va dire début 2014 et on a mis en œuvre en 2015. Donc on a eu 1 an de stockage. Ouais. Donc on a stocké parce que la commune a bien voulu, la communauté de communes a bien voulu stocker sur le projet sur lequel avait lieu l'extension. Donc vraiment là, le point qui a bloqué, c'est comment on a réussi à prélever et à stocker. Et l'autre point, sur lequel, on sait qu'il y a une piste d'amélioration, c'est vraiment ce qu'a évoqué, Thomas. C'est-à-dire que de ces big bags, donc on a prélevé, on avait 22 mètres cubes. Donc autant vous dire qu'il était hors de question que mon équipe tamise et concasse 22 mètres cubes. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Donc il a fallu réfléchir à comment ces big bags, on pouvait, les cribler et les broyer pour avoir une là, l'objectif, c'était d'arriver à une granulométrie nous permettant de faire du pisé et après on s'est dit: «Bon, le reste, si on arrive globalement à faire du pisé, il y aura peu de transformation pour faire les adobes, il y aura juste un peu de transformation comme ce que tu l'évoquais sur les enduits, mais on reste sur des volumes qui sont vraiment petits sur les enduits». Donc il y a vraiment ce sujet-là de transformation, heu C'est Oriane Cabal. ouais.
Et juste, on va faire assez rapide, Ouais, si ça te dérange pas. 2 ouais, bien sûr. Le temps regarde, passe très vite. Si, moi je vous suis, hein. Continue, tu sais pas t'arrêter net, mais Mais tu peux. Voilà, juste pour vous dire qu'après, voilà, c'était les zones, les phases les plus simples, la production et qu'on a fait en atelier après la mise en œuvre. Là où ça a tiqué, c'est vraiment parce que ce que Thomas évoque. Juste pour dire que dans ce cas-là, c'est un des avantages qui est offert aussi par une plateforme de valorisation, c'est qu'elle assure toute la logistique. Et en fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la plateforme labellisée Nexter, elle est en capacité de fournir la terre en big bag ou la terre en vrac, mais surtout à la bonne teneur en eau et déjà bien émautée. Les big bags, ils sont préparés à la demande, ce qui fait que ce qui arrive sur chantier, c'est une terre, en fait, c'est l'étape la plus simple que vous avez à faire. Et c'est en ça aussi qu'on propose un service intéressant, je pense, j'espère, pour les constructeurs. eh bien, merci beaucoup et désolé Amélie, d'avoir accéléré le sujet, parce qu'on a pris un peu de retard quand même sur le temps de la soirée. Je pense qu'on va libérer tout le monde et remercier, de votre présence et les intervenants.